Voilà. Alors, Daniel, je mets la clé sur la porte, on remet à ta bête. Daniel, Ouais. C'est à l'exception de la cavité orale, du pharynx. Et du pharynx, c'est tout. Sinon, le reste, c'est muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse, fibreuse ou séreuse. Donc, je vous représente ici une coupe de l'intestin. Donc, on remarque ici donc, la muqueuse, pardon. Ensuite, on a la sous-muqueuse. Ensuite, on a une couche musculaire. Et ensuite, on a une séreuse. Donc, dans le poly, donc, on vous dit que la couche la plus périphérique, elle peut être faite soit d'une séreuse, on va appeler ça du péritoine, soit une fibreuse, on va appeler ça une adventice. Okay, donc, a priori, l'adventice, c'est une couche qui est fibreuse. Le problème, c'est que dans votre polycope, donc 2 pages plus tard, à propos de l'œsophage, on dit que l'œsophage, dans son tiers inférieur, il a une musculature qui est faite de fibres musculaires lisses. On appelle ça une adventice. Du coup, il y a une ambiguïté dans le poly qu'il va falloir soulever. Donc, je vous la relève ici. Donc, dans le cours, page 64 du polytexte, c'est marqué adventice et membrane fibreuse. Et 2 pages plus tard, dans l'œsophage, on vous dit que adventice, c'est une couche de fibres musculaires lisses. Donc, l'adventice, est-ce que c'est une fibreuse ou c'est une musculeuse? Alors, j'ai vu des dictionnaires médicaux. J'ai essayé de trouver une réponse dans les dictionnaires médicaux. Et j'ai vu que la définition d'une adventice, ce n'est pas une définition qui reposait sur la structure, de quoi c'était formé, mais ça reposait en fait sur la situation de cette adventice. L'adventice, en fait, c'est la couche externe d'un vaisseau ou d'un organe creux. Peu importe de quoi elle est formée, du moment où c'est une couche qui est externe, là, ça s'appelle une adventice. Okay, alors, cette adventice, on la retrouve seulement au niveau du diaphragme. Donc, l'enveloppe périphérique des organes du tube digestif au-dessus du diaphragme, c'est de l'adventice. En dessous, c'est du péritoine. On va revoir ça dans l'avant-dernière partie du cours. Juste un petit rappel sur les vaisseaux. C'est une planche dans votre folie de schéma. Les vaisseaux sanguins sont composés de 3 couches, média, intima et adventice. Média, c'est la couche la plus interne. Intima, c'est la couche moyenne. Et adventice, c'est la couche la plus externe. OK ? OK. On va commencer par la première partie du tube digestif. Donc, la première partie du tube digestif, c'est la cavité orale. Donc, cette cavité orale, elle est limitée entre 2 choses. En haut, on a le palais, et en bas, on a le plancher de la cavité orale. Donc, il faut savoir que le plafond de la cavité orale, c'est aussi le plancher de la cavité nasale. Je vous le représente sur... Ça se voit ici. Donc, le palais est là. Donc, c'est le plafond de la cavité orale qui est ici, mais aussi le plancher de la cavité nasale qui est ici. OK, donc la cavité orale elle est limitée en haut par le palais, en bas par le plancher. Donc, elle est limitée aussi en bas par le cou. Donc, c'est une cavité qui est irrégulière et sa capacité, elle dépend du degré d'ouverture. Donc, elle a un rôle majeur dans la mastication des aliments, l'insalivation. Donc, je vous ai dit qu'il y avait 6 glandes salivaires. Il y avait 3 glandes salivaires qui sont paires. Du coup, il y en a 6. 6 glandes salivaires, 2 parotides, 2 submandibulaires, 2 sublinguales. Et donc, c'est ces glandes, en fait, qui sécrètent la salive. La parotide, c'est la glande salivaire principale, puisqu'elle fait entre 300 ml et 1 litre de salive par jour. Donc, cette cavité orale, elle participe aussi à la gustation et l'articulation des sons. Je vous représente ici la cavité orale, donc c'est la planche 41 du poly. Ce qu'il faut retenir sur ce schéma, ce qui est important, je pense, c'est que il faut remarquer que le plafond de la cavité orale est constitué de 2 os. Un os qui est en avant, c'est le maxillaire, et un os qui est en arrière, c'est l'os palatin. Ces 2 os qui vont former une partie donc, du palais, ce qu'on appelle le palais dur. Donc ces 2 os, c'est les os maxillaires et les os palatins. Et donc en bas, on va retrouver la langue. Donc il faut noter que la langue est beaucoup plus épaisse que sa partie apparente. Alors, la cavité orale, elle est divisée en 2 parties. Donc, il y a une partie qui se trouve entre nos arcades dentaires et nos lèvres, ou nos arcades dentaires et nos joues. C'est ce qu'on appelle le vestibule oral. C'est ce qui se trouve là. Okay, je vous le représente sur la diapositive d'après. C'est ça le vestibule oral. C'est l'espace qui est compris entre les dents et les joues, les dents ou les lèvres. D'accord? Donc, ce vestibule oral, la définition que donne le poly, c'est un espace qui est compris entre les joues et les arcades dentaires, ou les lèvres et les arcades dentaires. Donc
ce vestibule oral, il est en rapport avec ce qu'on appelle la cavité orale propre. Qu'est-ce que c'est la cavité orale propre? C'est ce qui est à l'intérieur de la bouche, donc directement entre les arcades dentaires, c'est ça. Non. Alors, il faut savoir que le vestibule oral et la cavité orale propre, ils communiquent entre elles, même lorsque la bouche elle est fermée. Comment ça se fait? Si vous mettez le doigt en arrière de votre dernière molaire, il y a un espace qui persiste entre la branche montante de la mandibule et votre dernière molaire. En gros, il y aura toujours un espace de communication entre votre vestibule et votre cavité orale propre. Cet espace, il est très intéressant puisqu'il permet aux patients qui ont les maxillaires bloqués, donc lorsque les patients ils ont une fracture de la mandibule, le chirurgien met des agrafes, donc il fait ce qu'on appelle un blocage intermaxillaire, et les patients ils se nourrissent en faisant passer la nourriture par là, par l'espace rétromolaire. Et en gros, on donne à ces patients des fois des pinces, comme ça, s'ils ont des vomissements, et ben, ils coupent les agrafes et ils libèrent leur mandibule. Voilà, c'était une petite anecdote. Vous avez compris la différence entre vestibule et cavité orale? Très bien. Ok. Donc la cavité orale propre, donc je vous fais ici un plan complet. La cavité orale propre, c'est un espace qui est limité en haut par le palais. Donc le palais, il sépare la cavité nasale en haut de la cavité orale propre en bas. Et donc la cavité orale propre, elle a pour limite inférieure le plancher oral et sur les côtés les arcades alvéolo-dentaires. Alors, le palais maintenant. On va étudier le palais plus en détail. Donc le palais, c'est une cloison ostéofibreuse qui sépare la cavité nasale de la cavité orale. Donc le palais il est composé de deux parties. Le palais dur, donc ce palais dur il est composé de deux os, les os palatins et les os maxillaires. Les os maxillaires ils sont devant, les os palatins ils sont en arrière. Et on a une partie qui est complètement flasque, c'est ce qu'on appelle la buette, c'est ce qu'on appelle le palais mou aussi. C'est une cloison fibromusculaire, c'est ce qui pend au fond de la gorge et qui repose sur la langue lorsque la bouche est fermée. Donc je vous représente ici le palais dur. On voit sur ce palais dur donc que dans le palais dur on a une cloison qui est osseuse et que dans le palais mou on a une cloison qui est ostéofibreuse. Vous voyez en avant ici, pour vous en rappeler, des reliefs qu'on appelle les rugae, et ces rugae se trouvent uniquement sur le palais dur. Ok, maintenant, après avoir parlé du toit de la cavité orale, on va parler du plancher de la cavité orale. Donc le plancher de la cavité orale, il est formé par la langue. Donc la langue, c'est ce qui limite en bas la cavité orale. Donc cette langue, elle est entourée de deux fosses, en fait, ce qu'on appelle les récessus sublinguaux, qui la séparent de la région supraïoïdienne. Alors je ne sais pas si vous avez vu mon cours sur YouTube sur les grandes divisions du corps, mais il faut savoir qu'au niveau du cou, on a un os qui s'appelle l'ossioïde. Au niveau de polydique, c'est un os cervical antérieur non articulé avec le reste du squelette. Donc c'est un os qui est suspendu au niveau de la quatrième vertèbre cervicale. Et il va diviser le cou en deux parties. La partie inférieure, on va l'appeler la région infraïoïdienne. Et la partie qui est au-dessus de l'ossioïde, on va l'appeler la région supraïoïdienne. Et en fait, c'est deux récessus qui se trouvent ici et ici, qui vont séparer la langue de la région supraïoïdienne. Autre chose qu'il faut noter sur ce schéma, c'est que donc, je vous représente ici la sublinguale, et ici, le poignet représente ici la sublinguale, et ici la submandibulaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que la sublinguale, elle est toujours plus haute que la submandibulaire, et les deux, ils sont séparés par le muscle mylohyoïdien. Ok? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à retenir? Notez ce sillon, c'est ce qu'on va voir plus loin, c'est le sillon longitudinal qui se trouve au niveau du dos de la langue. On va le revoir plus tard. Ok. On va parler maintenant des lèvres. Donc, les lèvres sont constituées d'un muscle. Donc, ce muscle, on va l'appeler le muscle orbiculaire des lèvres. Donc, dans le poly, il est dit que les lèvres sont constituées essentiellement du muscle orbiculaire. Attention, il y a d'autres muscles qui entrent dans la constitution des lèvres. Par exemple, le muscle abaisseur de la lèvre supérieure, c'est un autre muscle osseux de la face qui rentre dans la constitution des lèvres. Donc, comme vous le voyez ici, c'est un muscle qui est annulaire, qui est circulaire. Donc, il appartient à la même catégorie que le sphincter externe de l'anus et des autres muscles circulaires. OK? Donc, les lèvres sont recouvertes en haut, donc en avant par de la peau, en dessous par de la muqueuse buccale. Et la limite entre ces deux parties, donc la partie beige cutanée et la partie rouge qui est faite de muqueuse, c'est ce qu'on appelle le limbus labial. Donc, c'est
C'est cette délimitation-là. Ok, donc ça, c'est pas marqué dans le poly, pas la peine de le connaître. À titre informatif. Les joues. Donc, les joues, elles forment la cavité orale en arrière. Autrement dit, elles complètent les lèvres en arrière. Donc, elles sont formées principalement d'un muscle qu'on appelle le muscle buccinateur. Donc, le muscle buccinateur, c'est le muscle principal de la joue. Mais les joues, elles sont aussi constituées d'autres muscles, comme les muscles compresseurs des lèvres. Donc, ce muscle compresseur de lèvres, c'est ce muscle qui permet au bébé de la succion. Et les muscles releveurs de la lèvre inférieure. Donc, comme les lèvres, elles sont recouvertes donc, en avant de peau et en arrière, donc en profondeur de muqueuse buccale. Voilà, un petit piège qu'il faut noter, c'est que le prof il a fait souvent tomber que les joues elles sont formées du muscle masséter, alors que c'est faux, c'est le muscle buccinateur. Notez-le, le muscle masséter, c'est un muscle qui s'insère sur l'arcade zygomatique, qui est ici, qui se termine sur le gognon de la mandibule, donc c'est l'angle de la mandibule, ce muscle-là qui permet les mouvements de rétropulsion. Donc ça n'a rien à voir avec la joue. Ok, donc sur cette planche du poly, la planche que je vous ai montré tout à l'heure, le muscle buccinateur est représenté par le numéro 4. Ok. Maintenant, on va parler des rapports de la cavité orale. Donc la cavité orale, elle a deux ouvertures. Une ouverture antérieure avec l'extérieur et une ouverture postérieure avec le pharynx. Donc l'ouverture antérieure, c'est ce qu'on appelle la fente orale. Elle est comprise entre en haut la lèvre supérieure et en bas la lèvre inférieure. En arrière, la cavité orale, elle va communiquer avec l'oropharynx. Donc, elle va communiquer avec l'oropharynx par cette ouverture qui est comprise entre en haut la luette et sur les côtés les arcs palatoglosses. Attention, c'est les arcs palatoglosses qui limitent sur les côtés les lignes du gosier. Ne pas confondre avec les arcs palatopharyngiens qui sont plus postérieurs. Ok. On va passer maintenant à la langue. Donc, dans le poly, on vous dit que la langue, c'est un organe musculo-membraneux. Donc, à savoir, pharynx, c'est musculo-membraneux. La langue, c'est musculo-membraneux. L'œsophage, c'est musculo-membraneux. Par contre, l'estomac, c'est uniquement musculeux. Ok, donc c'est le siège de l'organe du goût. Petit point de culture générale. Perception du sucré, c'est sur le milieu. Perception du salé, c'est sur les côtés. Perception de la mer, c'est en arrière. Donc, elle participe à la déglutition, à la mastication, à la phonation. Donc, la langue, c'est composé de 17 muscles. Donc, elle est particulièrement mobile et elle sert à ces trois fonctions-là. Donc, elle est constituée de deux parties. Donc, une partie fixe, la racine. Si vous voulez, la racine, c'est le support de la langue. Elle relie la langue aux formations osseuses et musculeuses voisines. C'est la charpente de la langue. Et on a une autre partie, donc c'est le corps. C'est une partie mobile, c'est la partie qu'on connaît. Je vous représente ici en bleu donc la partie mobile, pardon, la partie fixe elle est en bleu et la partie mobile elle est en rouge. Donc bien faire la différence entre ces deux parties et vous voyez que la partie fixe elle relie la langue à la mandibule en avant et à l'ossioïde en bas. Ok, on va parler maintenant du corps de la langue. Donc le corps de la langue il est fait de deux parties. Une partie qui est horizontale et une partie qui est verticale. Donc la partie horizontale, c'est la partie qu'on peut palper donc, à l'examen clinique. Donc c'est cette partie-là, cette partie-là, on va l'appeler la partie orale de la langue, la partie orale de la langue. Et la partie qui est verticale, on va l'appeler la partie pharyngienne de la langue. La limite entre les deux, c'est le sillon terminal qui a la forme d'un V ouvert en avant. Donc on le voit ici, ce sillon terminal, il est noté en rouge. Et donc il limite il divise le dos de la langue en deux parties, une partie orale en avant, une partie pharyngienne en arrière. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre? Donc à part ça, on a sur la partie horizontale, on a un sillon qui est médian, le sillon longitudinal qui est représenté en 5. Donc ça, c'est un vestige embryologique qui en fait, la langue elle est formée à partir de deux bourgeons embryologiques qui se rejoignent au niveau de ce sillon longitudinal. Et donc ça, c'est un vestige de cette fusion-là. Alors sur cette planche, donc il y a un piège qui est très fréquent que le prof il a fait tomber plusieurs fois en annale. Il fait donc
sur cette planche, donc, on voit deux formations lymphoïdes, qui sont ici les tonsilles linguales et les tonsilles palatines. Okay, le prof, il a généralement tendance à inverser les deux. Il dit souvent le 3 et tonsilles linguales, alors que c'est faux. Les tonsilles linguales, elles se trouvent en arrière du sillon terminal et sur la partie pharyngienne de la langue. Autre chose, ici on voit l'épiglotte. Donc, comment on fait pour la voir? C'est parce que cette coupe de la langue, en fait, ici on a pris la langue et on l'a complètement étalée, du coup on peut voir l'épiglotte. Voilà, donc l'épiglotte elle appartient au larynx. Quelqu'un sait c'est quoi les 5 cartilages du larynx? Ouais, épiglotique, thyroïde. Ouais. Ouais. Il n'y en a pas d'autres? Non, il y en a deux. Il y en a deux, ouais. Deux arythénoïdes, ok. Ouais. Et vous avez parlé du tréticier? Ouais, il y a dans le schéma, mais il n'est pas marqué dans le. Il y a pas marqué dans le poignet, ouais. À part ça, vous n'en avez pas d'autres? Corniculé, cuniforme. Ça, c'est pas marqué dans le poignet. Tristan, vous en avez parlé. Donc, on voit aussi sur cette coupe de la langue que les papilles gustatives, elles se trouvent en avant du sillon terminal. Donc, ici, c'est des papilles circumvallées. Il faut savoir qu'on a 5 types de papilles. On a des papilles qui sont coniques, fungiformes, circumvallées, foliées, et il y a un dernier type de papille, je ne m'en souviens plus. Voilà, donc juste notez bien le piège entre tonsilles linguales et tonsilles palatines. Les tonsilles palatines se trouvent en avant l'arc palatoglosse et en arrière l'arc palatopharyngien, alors que les tonsilles linguales se trouvent en arrière du sillon terminal. Ok. La racine de la langue maintenant. Donc la racine de la langue, c'est donc la partie fixe de la langue, c'est elle qui rattache la langue aux formations osseuses et musculeuses voisines. Donc la langue, elle est rattachée principalement à 5 éléments anatomiques. Donc elle est rattachée à l'os hyoïde. Dans la constitution de la langue, si vous remarquez, il y a plein de muscles qui portent le dos de l'os hyoïde. Par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé du muscle mylo-hyoïdien. Mylo, c'est l'adjectif qui désigne la mandibule, et hyoïde, c'est l'adjectif qui parle de l'os hyoïde. Donc c'est un muscle qui rattache la langue à la fois à la mandibule et à l'os hyoïde. Il y a aussi le muscle, par exemple, génio-hyoïdien, qui s'insère sur les épines mentonnières et qui se termine sur l'os hyoïde. Le muscle stylo-hyoïdien. Donc, il y a plein de muscles de la langue, en fait, qui s'insèrent sur l'os hyoïde. Il y a des muscles de la langue qui s'insèrent aussi sur la mandibule. Donc, ça, c'est un support, c'est logique. On le voit. Maintenant, il y a l'inséré sur la mandibule. Au processus styloïde. Alors, vous savez, c'est quoi les processus styloïdes? Ouais, c'est en bas de. Alors, il y a plusieurs processus styloïdes dans votre poly. Donc, les processus styloïdes qui se trouvent au niveau du radius, au niveau de l'ulna, processus styloïde radial et processus styloïde ulnaire. La ligne bistyloïdienne, elle est comment? Vous savez? Vous vous en souvenez? C'est quoi sa direction? Oblique, en bas, dans le dents. et en dehors. Ok, donc ici je ne parle pas du même processus styloïde, je parle d'un processus. Alors je vais vous le montrer sur le meter, parce que je n'ai pas eu le temps de le mettre sur mes diapositives. Donc, le processus styloïde, c'est bon là? Voilà. Le processus styloïde, en fait, c'est un petit appendice osseux qui se trouve à la base de l'os temporal et qui donne insertion à de nombreuses formations musculaires, ici. Ok, donc c'est cette petite tige osseuse qui s'insère en bas de l'os temporal. C'est bon? Pourquoi on appelle le processus ici et c'est quoi le point commun entre les deux? Je pense que c'est deux petits appendices. C'est comme les épicondyles, c'est des uniformes, je pense. Je te confirme ça, mais je crois que c'est pas lié à la localisation, c'est plutôt lié à la forme. Parce que j'avais cette même question sur les épicondyles. Donc il y a des épicondyles au niveau de l'unérus, des épicondyles, pardon, il y a des condyles au niveau de l'unérus et des condyles au niveau du fémur. Et donc j'ai vu que la définition, ça ne reposait pas sur la position, sur la situation, en fait, sur la localisation, mais plutôt sur la forme. Dans les dictionnaires, on dit que c'est une éminence arrondie qui est articulaire. Donc, au processus styloïde, donc la langue, elle est aussi rattachée au palais, grâce aux arcs palatoglosse et aux arcs palatopharyngiens et au pharynx. Donc, il y a plein de muscles qui sont communs à la fois au pharynx et à la langue. Par exemple, le muscle constricteur supérieur du pharynx, il relie la langue au pharynx. Donc, juste connaître
à quel organe la langue est attachée, pas besoin de connaître par quels muscles font la jonction. Donc, maintenant, on va parler des annexes de la cavité orale. Donc, dans la cavité orale, il y a 3 éléments qui sont remarquables. On a les tonsilles. Donc, les tonsilles, je vous en ai un peu parlé. On a 2 types de tonsilles, les tonsilles linguales et les tonsilles palatines. Les tonsilles linguales en arrière du sillon terminal, les tonsilles palatines entre l'arc palatoglosse et l'arc palatopharyngien. On a les dents et les gencives. Donc, les tonsilles, on en a déjà un peu parlé. Donc, on les appelait à l'époque les amygdales. Donc, c'est des formations. Ici, je vous parle de la tonsille palatine. C'est une formation lymphoïde qui se trouve entre l'arc palatoglosse et l'arc palatopharyngien. Et attention à ne pas confondre avec les tonsilles linguales qui se trouvent à l'arrière du sillon terminal. Le prof, il adore ce piège, comme je vous l'ai dit. Ok, maintenant, on va parler des dents. Donc, on a 32 dents chez l'adulte. Donc, ces dents, on va les sectoriser en 4 secteurs. Donc, 2 par arcade dentaire. Donc, dans chaque secteur, il faut savoir qu'on a 2 canines, 2 incisives, une canine, 2 prémolaires et 3 molaires. C'est à connaître dans le pays. Donc, 2 incisives, une canine, 2 prémolaires, 3 molaires. La dent elle est divisée en 2 parties. Donc, on a une partie visible qui va s'appeler la couronne et une partie invisible qui va s'appeler la racine. Donc, la couronne, il faut savoir qu'elle est recouverte d'émail et que la racine elle est recouverte de sément. C'est important à connaître. Vous allez revoir ça en SP12 lorsque vous allez faire l'embryologie de la dent. Donc, c'est 2 tissus qui sont complètement différents, déjà par leur minéralisation et d'autre part par leurs processus qui conduisent à leur formation. Donc, la jonction entre la couronne et la racine, on peut l'apprécier par la gencive. La gencive, en fait, je dis apprécier parce que la gencive, elle n'est pas précisément à la jonction entre la couronne et la racine. Elle est un peu plus haute que la racine. Elle se trouve un peu plus haute que cette jonction. La vraie jonction, elle est marquée par ce qu'on appelle le collet. Donc, c'est le nom qu'on donne à la jonction entre la couronne et la racine. Donc, je vous représente ici une dent. Donc, une dent. On voit ici l'émail. On voit ici le sément. Donc, on voit que l'émail se trouve au niveau de la couronne alors que le sément se trouve au niveau de la racine. On voit aussi les autres tissus qui composent la dent, comme la dentine et la pulpe. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Autre chose qui est très important, la dent, elle se trouve dans une crypte osseuse qu'on appelle l'alvéole. Okay, ces alvéoles, elles sont creusées dans la mandibule en bas et dans l'os maxillaire en haut. Et donc la dent, elle y est maintenue par un ligament qu'on va appeler le ligament parodontal. Ce ligament parodontal, il a 3 noms, donc 4 noms. Donc il faut avoir le nom de périodonte, desmodonte et PEVD. C'est un nom anglais, pas à connaître, mais en tout cas, périodonte, desmodonte et ligament parodontal, il faut connaître. Ligament dento-alvéolaire aussi, à connaître. Ok, on va parler maintenant des gencives. Donc, les gencives, c'est des épaississements de la muqueuse buccale. Donc, elles sont composées d'un tissu conjonctif dense, qu'on appelle le chorion, et d'une muqueuse. L'ensemble est appelé les gencives. Donc, elles recouvrent les os alvéolaires et le collet des dents. Donc, elles tapissent complètement en fait, la cavité orale, sauf au niveau des couronnes dentaires. Alors, ici, je vous fais un rappel d'histologie, parce que vous n'en avez pas fait, donc, alors que dans le poly, on vous en parle un peu de l'histologie. Donc, il faut savoir qu'on va s'intéresser principalement à cette partie-là du tableau. Il faut savoir que lorsqu'on parle de muqueuse, on sous-entend systématiquement épithélium plus chorion. C'est bon? Ok. Donc, muqueuse, ça se trouve essentiellement au niveau du tube digestif, et c'est composé de chorion et d'épithélium. D'accord? C'est à noter. Alors, juste une petite astuce. Dans des QCM, on va souvent vous demander le type d'épithélium d'un organe. Par exemple, on va vous demander l'estomac, un épithélium qui est cylindrique. Il faut savoir que quasiment tous les organes ont un épithélium qui est prismatique. Ok? C'est un peu les types d'épithélium ou pas du tout? Non? Alors. Prismatique. Alors, il faut savoir que on a principalement 3 types d'épithélium. Alors, on a des épithéliums. En fait, qu'est-ce que c'est déjà des épithéliums? C'est des couches de cellules. En fonction de la forme de ces cellules, on va donner un nom à ces épithéliums.
lorsque les cellules qui constituent l'épithélium, ils sont comme ça, donc ils sont prismatiques, on va appeler épithélium prismatique. Lorsque les cellules ils sont aplaties, on va appeler ça des épithéliums pavimenteux. Lorsque les cellules elles sont cubiques, on va appeler ça des épithéliums cubiques. Maintenant, si on a une seule couche de cellules, on parlera d'épithélium simple. Si on a plusieurs couches de cellules, on parlera d'épithélium stratifié. Ok? Donc, si par exemple, je vous dis un épithélium stratifié, pavimenteux stratifié, c'est un épithélium qui a des cellules qui sont cylindriques et qui a plusieurs couches de cellules. Ok? Et généralement, à part quelques exceptions, l'ensemble des organes ont un épithélium qui est prismatique, à l'exception de on va voir que l'œsophage, le pharynx, l'œsophage, il a un épithélium qui est pavimenteux, l'ovaire, il a un épithélium cubique, mais en gros, si vous avez un doute sur un QCM, mais généralement, c'est prismatique. Ok. On va passer maintenant au pharynx. Donc, le pharynx, c'est un conduit musculo-membraneux qui permet de faire passer le bol alimentaire de la cavité orale jusqu'à l'œsophage. Donc, c'est la jonction, en fait, c'est le tube qui assure le trajet des aliments depuis la cavité orale jusqu'au pharynx. Il s'étend en rond-petit, donc le repère endoscopique de la jonction pharynx-œsophage, c'est la 6e vertèbre cervicale, donc le bord inférieur de la 6e vertèbre cervicale, qui correspond aussi au bord inférieur du cartilage cricoïde. Le cartilage cricoïde, il est situé en regard de la 6e vertèbre cervicale. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un rappel sur tous les repères vertébraux qui se trouvent dans votre poly ou ça ne vous dit pas trop? Ben, dans votre poly, par exemple, on va vous dire aorte, terminaison de l'aorte, L4, voilà. J'ai fait un petit truc, j'ai noté dans le poly tous les endroits où on vous parlait des repères vertébraux et c'est bien de les connaître. Si vous voulez, on le fait. Ok. Donc, osioïde, on commence par l'osioïde C4. Quand on dit C4, c'est 4e vertèbre cervicale. Oïde C6. Pharynx C1 à C6. Œsophage C6 à T10, T11. Terminaison de l'aorte, L4. L lombaire. Ouais. C'est quoi le truc là? Terminaison de l'aorte. Terminaison de la veine cave, L5. Terminaison de l'aorte, terminaison de la veine cave, L5. Premier duodénum, pylore, L1. Troisième duodénum, L4. Troisième quoi? Pylore. Alors, pylore, L1. OK. Troisième duodénum, L4. À part ça, colonne vertébrale, moelle épinière, de C1 à L2. Qu'est-ce qu'on a d'autre à part ça? Fourreau dural. L2 à S4. L-sacrum. Sacrum, sinon c'est bon. Ah, très important aussi, jonction recto-sigmoïdienne. S3. Jonction quoi? Recto-sigmoïdienne. C'est-à-dire la jonction entre le côlon sigmoïde, dernière partie du côlon, et le rectum. Donc c'est en S3. Ok. Ici, je vous représente le pharynx. Peut-être qu'après, vous allez en Juste la terminaison aorte, c'est terminaison de l'aorte, c'est en L4. Ok. Trachée, c'est quoi?
C'est ça, la maison de la horte, c'est quoi? Ah oui, c'est vrai. La maison de la horte. La trachée aussi. Vous savez c'est quoi la trachée? Hein? Trachée? C'est ça? Ah oui, ça va après. Ok, très bien. Ok. Donc, on représente ici le pharynx. Donc, le pharynx est situé en arrière de la cavité orale et il communique avec principalement trois cavités. Il communique avec la cavité nasale par l'intermédiaire des choanes. Donc, les choanes, c'est l'ouverture du pharynx sur la cavité nasale. Il communique avec la cavité buccale grâce à l'isthme du gosier. Donc, l'isthme du gosier, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'espace qui est circonscrit par les arcs palatoglosse et la luette. Et il communique aussi avec le larynx. C'est ce qu'on va appeler le laryngopharynx. Okay, donc ce laryngopharynx, notez-le que c'est un carrefour aérodigestif, puisque le pharynx il fait passer les aliments et le larynx il fait passer l'air. Ok, donc ça c'est ce que je vous avais dit. Donc ici je vous représente le nasopharynx avec les choanes, l'oropharynx avec les isthmes du gosier et le laryngopharynx qui communique directement avec le larynx. Ok, donc ici on va parler des dimensions du larynx. Du pharynx. Le pharynx, il a une longueur de 15 cm. Donc, longueur de 15 cm, c'est-à-dire que sa terminaison elle est située à 15 cm de la cavité orale. Son épaisseur, elle est constante, de 2 cm. Donc, son épaisseur, c'est la distance entre la paroi postérieure et la paroi antérieure, de 2 cm. Par contre, sa largeur, elle va varier en fonction donc, de l'étage du pharynx que l'on va considérer. Au niveau du nasopharynx, la largeur du pharynx sera de 5 cm. Au niveau de la cavité orale, de l'oropharynx, la largeur du pharynx est 4 cm. Au niveau du laryngopharynx, c'est 2 cm. Ces dimensions, ils sont à connaître. Alors, maintenant, on va parler de l'histologie du pharynx. Donc, je vous ai dit en introduction à ce cours que l'ensemble des organes du tube digestif avaient une constitution qui était faite de muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse et fibreuse. Le pharynx, c'est une exception à cette règle. Donc, le pharynx est constitué de 4 tuniques concentriques. Une première tunique, c'est la muqueuse. Une deuxième tunique, c'est la fibreuse. Donc, cette fibreuse, on va l'appeler donc, le fascia pharyngo-basilaire. On a une tunique musculaire qui est faite de muscles striés. Et ensuite, encore, une tunique fibreuse qu'on va appeler la ponébreuse péripharyngienne. Alors, je n'ai pas de schéma pour vous l'illustrer. Il faut l'apprendre. Il y a un élément qui est important ici, c'est que la tunique musculaire du pharynx, elle est formée de muscles striés squelettiques. Donc si je vous dis le pharynx appartient à l'appareil locomoteur, vous dites vrai ou faux? Puisque les muscles striés squelettiques, ils appartiennent à l'appareil locomoteur. Du coup, on peut dire que le pharynx appartient à l'appareil locomoteur. Est-ce que vous avez besoin que je vous fasse un rappel sur les groupes de muscles? On a les muscles lisses, les muscles cardiaques. Alors, donc, on a 3 types de muscles. Muscles striés squelettiques. Donc, c'est le seul groupe de muscles qui appartient à l'appareil locomoteur. On a les muscles lisses. Donc, c'est des muscles qui sont sous le contrôle du système nerveux autonome, qu'on appelle aussi système nerveux végétatif. Les muscles lisses, ils n'appartiennent pas à l'appareil locomoteur. Si vous voulez, les muscles lisses, c'est les muscles, par exemple, de l'intestin. Donc, c'est des contractions qui sont involontaires. Ils provoquent des contractions qui sont involontaires. Vous allez revoir ça normalement au 2e semestre avec les cours de l'épidie sur le tissu musculaire. Vous allez voir aussi les péricytes. C'est des cellules qui constituent ce tissu. Et il y a un 3e type de muscle qui combine en fait les 2 caractéristiques des groupes que je viens de vous citer. C'est le muscle cardiaque, qu'on appelle le myocarde. En fait, ce myocarde il est constitué de fibres musculaires striées, mais il est indépendant du contrôle de la volonté. Autrement dit, là, on parle en fait d'automatisme cardiaque. Il y a un tissu qui se trouve au sein du cœur, qu'on appelle le tissu cardio-nectaire, qui provoque involontairement en fait, la contraction du cœur. Il ne fait pas partie de l'appareil locomoteur. Et du coup, il ne fait pas partie de l'appareil locomoteur. Seuls les muscles striés squelettiques appartiennent à l'appareil locomoteur. Du coup, un petit piège, si on vous dit les muscles striés appartiennent à l'appareil locomoteur, c'est faux. C'est les muscles striés squelettiques. Et donc, notez, ouais.
Mais du coup, le cardiaque, il est végétatif. Hein? Le cardiaque, il est végétatif. Il est végétatif, ouais. En fait, sa contraction, elle est initiée non pas au niveau de nerfs végétatifs qui se trouvent dans le cerveau, mais au niveau du cœur lui-même. En fait, tant qu'on irrite le cœur, même s'il n'y a pas de nerf qui le sensibilise, le cœur continuera toujours à battre, puisque son système de contraction il est complètement interne au cœur. C'est ce qu'on appelle le tissu cardio-necteur. Vous allez revoir ça dans l'appareil circulatoire, avec les contractions de l'hélice, etc. Peut-être que vous l'avez vu hier, on est avec le tissu nodal, le tissu cardio-necteur. Ah oui. Vous avez compris ça? Non. Faisceau de His, nœud sino-atrial, astroventriculaire. En gros, c'est des amas de cellules qui sont enchevêtrées et qui disent au myocarde de se contracter, tout simplement. Ok. On a le nœud sinusal qui se trouve au niveau de l'atrium gauche. Du cœur. Donc, on a ici le nœud atrial. On a ici le nœud sinusal, il est ici. Ok. Le nœud atrioventriculaire, il est ici, donc entre les deux ventricules. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le faisceau de His. Donc, on a d'abord le tronc commun du faisceau de His. Ensuite, on a les branches du faisceau de His. Vous allez revoir ça en appareil circulatoire. Il y a d'autres noms qu'on leur donne au nom de leur découvreur. Donc, ici, je vous avais mis une endoscopie, mais ce n'est pas sorti à la diapo. Du coup, on va continuer. L'œsophage. Donc, l'œsophage, qu'est-ce que c'est? Comme le pharynx, c'est une voie de passage du bol alimentaire. Et comme je vous l'ai dit, pharynx et œsophage, c'est des organes musculo-membraneux. Donc, il fait suite au pharynx à la hauteur de la 6e vertèbre cervicale. Il se termine sur l'estomac au niveau d'un orifice qu'on va appeler le cardia. Donc, ce cardia, c'est la valvule d'entrée en fait de l'estomac, et ce cardia se trouve au niveau de la 10e vertèbre thoracique. Alors, dans votre police, c'est dit 10e, 11e vertèbre thoracique. Ici, j'ai mis 10e pour alléger, mais sachez que si on vous dit T11, c'est aussi vrai. Donc, si vous remarquez ici, l'œsophage il est situé. Donc cette planche est hyper importante parce qu'elle vous permet de situer l'ensemble des organes qui se trouvent dans le médiastin. Donc, l'œsophage, si vous remarquez, il est situé en arrière du pédicule pulmonaire gauche. Donc, il est situé en arrière de la trachée, en arrière de la veine cave supérieure, en arrière de la aorte. Donc, si je vous demande l'œsophage appartient au médiastin antérieur ou postérieur, vous dites quoi? Parce qu'il en a rien. Et là, on voit bien que en fait, ça, c'est une vue postérieure du contenu du médiastin. Et on voit bien que l'œsophage se trouve en arrière de la trachée. Donc, je ne sais pas si Tristan vous l'a dit, mais la trachée, c'est l'organe qui fait la séparation entre médiastin antérieur et médiastin postérieur. Il faut savoir aussi que la trachée en elle-même, elle appartient au médiastin postérieur. Ok, donc l'œsophage. L'œsophage, donc sa situation, ses rapports, pardon. L'œsophage, comme on l'a dit, c'est un organe qui part de C6 et qui se termine à T11. Donc c'est un organe qui traverse le cou, le thorax et l'abdomen. Donc il est situé en avant de la colonne vertébrale et il est situé en arrière de l'atrium gauche. Donc ce rapport, c'est un rapport qui est hyper important. Le prof le fait toujours tomber. L'œsophage, il est situé en arrière de l'atrium gauche, il est en rapport avec lui. Ok? Donc, je vous note ici ce rapport. Donc, ici, c'est une coupe. On a pris une personne, on a fait une coupe d'une personne au niveau de la 8e vertèbre thoracique. Et on remarque bien que ici, on a l'atrium gauche et ici, on voit l'œsophage. Du coup, on voit le rapport qu'ils partagent entre eux. Vous l'avez déjà vu? Hein? Voilà, c'est ça, la lésion de demande. Ok. Ce qui est indiqué sur ce schéma, donc, pour vous rappeler, moi je m'en connais toujours, entre l'œsophage et l'aorte. Il faut savoir que l'aorte, elle a toujours un plus grand calibre que l'œsophage. C'est donc pour me repérer, je voyais la largeur de la lumière et je me repérais par rapport à ça. Voilà. Il faut savoir que le calibre de l'aorte, il est de 30 mm. Vous pouvez le noter, si vous le savoir. Et au-delà, on parlera d'anévrisme ou d'ectasie de l'aorte. Ok. On va parler maintenant de la terminaison de l'œsophage. Donc l'œsophage,
On a dit qu'il commençait au niveau du pharynx, à la hauteur de la 6e artère cervicale, et il se termine, donc en s'abouchant à l'estomac, par une partie qui est oblique en bas et à gauche. Donc c'est cette partie-là qui se trouve en arrière du lobe gauche du foie. Notez-le que la dernière partie de l'œsophage, elle se trouve en arrière du lobe gauche du foie, donc elle est cachée par le foie et elle s'abouche au niveau du cardia sur l'estomac. Alors, on va parler maintenant des repères endoscopiques. On avait vu tout à l'heure que le pharynx, il faisait 15 cm. Maintenant, dans votre poly, il est dit que le cardia il est situé à 40 cm des arcades dentaires. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que la longueur de l'œsophage, c'est 25 cm. Donc, c'est implicite dans votre poly, mais je vous le dis ici. Donc, notez que le pharynx, donc l'ouverture supérieure de l'œsophage, elle est située à 15 cm des arcades dentaires, et que le cardia est situé à 40 cm des arcades dentaires. Donc, longueur de l'œsophage, 25 cm. C'est bon? Vous n'avez pas compris? Ok. Donc la structure maintenant de l'œsophage. L'œsophage est constitué d'une muqueuse. Donc cette muqueuse est formée d'un épithélium pavimenteux, stratifié, non kératinisé. Donc j'explique le dernier terme. Non kératinisé, ça veut dire qu'il ne contient pas de kératine. Les cellules ne produisent pas de kératine. La production de kératine, c'est une particularité des cellules du derme. Donc c'est les seules cellules dans le corps qui vont produire de la kératine avec les cellules de la cornée. Mais sinon, le reste des organes, l'ensemble, enfin, le reste des organes, dans le reste des organes, les cellules ne produisent pas de kératine. C'est une particularité de la peau. Et il y en a au niveau du derme, de la marge, de l'anus. Ça, vous allez le revoir en séquence normalement. Ça sert à quoi la kératine? La kératine, ça sert à protéger. Ouais, ça apporte une protection mécanique dans le cours d'histologie. Vous allez revoir ça normalement en deuxième semestre avec Olivier Lacroix, docteur Lacroix. Donc celle qui fait l'histologie, elle va vous parler de la kératine. Donc la musculeuse, elle est formée de deux. Ici, la musculeuse de l'œsophage, elle est particulière, puisqu'on la divise en deux parties en fait. Dans ses deux tiers supérieurs, elle est formée de fibres musculaires striées, et dans son tiers inférieur, elle est formée de fibres musculaires lisses, et c'est ce qu'on appelle une adventice. Donc c'est à partir de ça que j'avais trouvé mon ambiguïté, que je vous avais cité au début du cours. Donc qu'est-ce que c'est une adventice? Est-ce que c'est une fibreuse? Est-ce que c'est une musculeuse? Au début du cours, on dit que c'est une fibreuse. Ici, on dit que c'est une musculeuse. Donc, c'est à partir de ça que j'avais trouvé cette ambiguïté-là. Donc, ici, je vous représente la coupe de l'œsophage. On voit la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et ensuite l'adventice. Donc, c'est la membrane séreuse la plus externe. Pardon, la membrane musculaire la plus externe. On va passer maintenant au péritoine. Alors, le péritoine, c'est une partie qui est assez difficile à comprendre. Donc, je vais essayer de vous mettre pas mal de schémas sur cette partie-là. Donc, on va commencer par une définition. C'est une enveloppe séreuse qui tapisse et se moule aux parois de l'abdomen et aux organes digestifs. Donc, on dit c'est un drap, en fait, qui prend la forme des parois de votre cavité abdominale et des viscères qui se trouvent dans votre abdomen. Donc, si je vous le représente, donc, si je vous le représente, donc je fais un corps avec une coupe sagittale. Donc, là, on a la cavité, là, on a le diaphragme, ok. Et là, on a la cavité abdominale. Et bien, la cavité abdominale, elle est complètement tapissée par un drap, en fait, qu'on appelle le péritoine. Ce péritoine, en fait, il va se mouler en bas sur les organes qui se trouvent dans le pelvis. Est-ce qu'on est bon? Ok. Alors, le péritoine, c'est un drap en fait qui enveloppe la cavité abdominale. C'est une poche qui contient l'ensemble des organes de la cavité abdominale. Et il va se terminer en bas en se moulant sur la vessie. Ça finit par le vagin, l'utérus et le vagin, le rectum en arrière. Donc, en fait, c'est comme un drap qui recouvre uniquement la cavité abdominale. Voilà. Il fait un peu chaud. Vous n'avez pas monter la clim? On n'a pas la... Et à 20. Et avant. Allez, vas-y. C'est pas grave. On va dire qu'il sort. C'est pas grave. Ok. Donc, ce péritoine, il se moule aussi sur les viscères qui se trouvent dans le tube digestif. Donc, ici, par exemple, je fais mon côlon. Ici, j'ai la paroi postérieure de mon abdomen. Ben, le péritoine, il va
envoyer une petite annexe en fait, qui va envelopper l'organe digestif. Ok? Donc en fait, le péritoine, il a à la fois pour rôle de tapisser la cavité abdominale et d'autre part, de maintenir les organes digestifs fixes à l'intérieur de la cavité abdominale. Donc, le péritoine, on l'a divisé en deux parties. Le péritoine qui tapisse les parois de l'abdomen, on va l'appeler péritoine pariétal, parce qu'il est sur les parois. Et le péritoine viscéral, c'est le nom qu'on va donner au péritoine qui se trouve sur les viscères de la cavité abdominale. Ok, donc ici je vous mets une représentation du péritoine pariétal. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une enveloppe qui tapisse uniquement les parois. Ici aussi, on voit le péritoine pariétal. Et en arrière, on voit qu'en arrière de ce péritoine pariétal, on a une loge. En fait, on va appeler ça la loge rénale, donc, qui est dans l'espace rétropéritonéal et qui contient les reins. Donc notez déjà d'ici que les reins se trouvent en position rétropéritonéale. Le péritoine viscéral, donc c'est une enveloppe qui entoure partiellement ou totalement les viscères de l'abdomen. Donc ici, je vous les représente en bleu. Donc on voit que l'ensemble des viscères de l'abdomen, que ce soit ici le foie, l'estomac, la rate, pardon, la rate elle est ici, est enveloppé de péritoine viscéral. Ici, on voit une coupe des intestins et on voit que ces intestins ils sont entourés par du péritoine qui est viscéral. Alors, une seconde. Voilà. Donc ici, je vous représente le péritoine viscéral. On va voir plus tard. Donc, vous voyez bien que ce péritoine viscéral, il part du péritoine pariétal qui est ici. Et ensuite, il émet en fait des prolongements sur les organes du tube digestif. Là, c'est une coupe, on n'a pas réséqué les intestins. Ici, c'est une coupe, on a réséqué les intestins. Donc, vous pouvez voir ce péritoine viscéral. C'est une notion qui est un peu abstraite. Si vous avez des questions, dites-moi. Moi, j'avais galéré un peu à comprendre. C'est bon? Ok. Alors, il faut savoir que le péritoine pariétal et viscéral, ils sont en rapport l'un avec l'autre. Donc, ils vont délimiter la cavité abdominale. Donc, ces deux feuillets, ils sont en continuité. En fait, à partir du moment où on se trouve sur un organe, le péritoine va prendre le nom de péritoine viscéral. Et lorsqu'on se trouve sur les parois, le péritoine va prendre le nom de péritoine pariétal. Mais les deux, ils sont en continuité. Donc, cette cavité, elle est irrégulière, si je parle de la cavité abdominale, et elle est humidifiée en permanence par un film lipidien qui est mince, et qui est sécrété par le péritoine lui-même. Alors, je ne vous le mets pas sur ma diapositive, mais il faut savoir que le péritoine, il a une importante faculté de sécrétion et de résorption. Et il est richement doté en nerfs sensitifs, c'est à connaître. Il est particulièrement sensible. Ici, petite pause lucienne. Je ne sais pas si vous voyez bien, les autres, ils ont gagné à voir les items. Si vous ne voyez pas, dites-moi, je vous ouais. Ils ont bien compris avec ces diapos, c'est bon. Ouais, à part des choses que je vous dirai à l'oral. Ouais, c'est ça. Mais en gros, sur ma diapo, j'ai quasiment tout mis. Ça fait tout que je vous dis à l'oral, comme le territoire, comme le truc sur le territoire, sécrétion, résorption, etc. Sinon, alors, c'est quoi qu'il a dit sur le péritoine? donc on va le faire ensemble. L'élément représenté par le numéro 19 est du péritoine pariétal. Vrai ou faux? Faux, c'est du péritoine viscéral. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il va sur l'organe digestif, donc il entoure un viscère, c'est du péritoine viscéral. Le péritoine représenté par le numéro 16 est du péritoine viscéral. C'est faux, c'est du péritoine pariétal puisqu'il tapisse ses parois. L'élément représenté par le numéro 17 pourrait contenir les organes génitaux internes féminins. Pourquoi pas? Alors, il faut savoir qu'en dessous du péritoine, on a une cavité qu'on appelle le pelvis. Okay, et le pelvis, il est séparé du périnée par une cloison musculaire. Cette cloison musculaire, elle est formée par deux muscles, le muscle coccygien et le muscle lévator ami. Donc, je ne sais pas si le prof il en parle dans son cours d'introduction à l'anatomie, donc c'est bien de le connaître. Séparation entre périnée et pelvis et périnée, c'est lévator ami plus muscle coccygien. Regardez, vous pouvez voir ici. Bon. Ici, on a le périnée et en dessous, là, on a le pelvis. Okay. Et en fait, la séparation entre les deux, c'est ce muscle-là qu'on appelle le muscle lévator ami.
L'élément représenté en 2 est traversé par l'œsophage et l'aorte. Non, comment? En 2, c'est le diaphragme. Par le Ah oui, d'accord. par l'œsophage et L'œsophage, l'aorte, c'est vrai. Ah bah oui. L'aorte, je vous ai dit qu'elle terminait en L4, alors que le diaphragme, c'est au niveau du thorax. Donc, elle a dû sûrement traverser le diaphragme et l'œsophage, on l'a dit tout à l'heure, traverser le diaphragme. La cavité péritonéale, donc, pardon, la cavité représentée par le numéro 13 est une cavité réelle. Ouais. C'est vrai, ok. La cavité pleurale, c'est réel ou Non, ok. La cavité péricardique, ça c'est réel, ok. Et la cavité orale, ouais. Il y a 3 éléments donc, du tube digestif qu'on va assimiler à du péritoine. Donc, ces 3 éléments particuliers ont les mêmes propriétés que le péritoine. C'est les mésos, les ligaments et les omentoums. Donc, les ligaments, c'est simple. C'est des adhérences graisseuses qui vont relier les organes digestifs à d'autres organes digestifs ou à la paroi. On va parler maintenant des mésos. Donc, les mésos, qu'est-ce que c'est? C'est des prolongements de péritoine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ces prolongements de péritoine, ils ont un nom particulier, c'est ce qu'on appelle les mésos. Donc, les organes digestifs, ils sont maintenus suspendus dans la cavité abdominale grâce à ces mésos. Donc, pour chaque segment du tube digestif, il y a un nom pour chaque segment du tube digestif, pardon, le méso, il prend le nom de l'organe qui fixe à la paroi postérieure. Je prends un exemple. Ici, j'ai le côlon transverse. Et bien, son méso, on va l'appeler le mésocolon transverse. Ici, j'ai le côlon ascendant. Son méso, ce sera le mésocolon ascendant. Ici, le mésosigmoïde et ici, le méso-descendant. OK? Alors, il y a un méso qui est particulièrement intéressant, c'est le mésocolon transverse. Pourquoi? Parce que ce mésocolon transverse, il est complètement étalé dans le sens transversal. Donc, il va diviser la cavité péritonéale en 2 parties. En haut, l'étage sus-mésocolique, donc au-dessus du mésocolon, et en bas, l'étage sous-mésocolique. Je vous représente sur la diapositive qui suit. Donc, étage sus-mésocolique au-dessus du côlon transverse et de son méso, étage sous-mésocolique en dessous du côlon transverse et de son méso. C'est bon? Oui. Ça, c'est des mésos primitifs. Alors ça, c'est des mésos primitifs, oui. C'est marqué dans la polie, c'est des mésos primitifs. Il faut savoir que les mésos, ils accrochent plus ou moins fixement les organes à la paroi postérieure, de telle sorte qu'il y a certains organes du tube digestif qui seront mobiles et d'autres qui seront complètement fixes. Par exemple, le côlon ascendant, il est complètement fixe, on ne peut pas le bouger, il est particulièrement adhérent au plan postérieur. Le côlon transverse, il est mobile dans la cavité abdominale. Le duodénum, il est mobile aussi. Le jejunum et l'ileum ne sont pas mobiles. Pardon, l'inverse. Duodénum, c'est fixe. Jejunum et ileum, c'est mobile. Par contre, pour le duodénum, je vous le redirai demain, une petite particularité. On vous dit qu'il est mobile, mais qu'il est fixe, pardon, mais sa partie initiale, elle est mobile. Et moi, je vous fais un tableau sur ça, ne vous inquiétez pas. Donc, les mésos, donc c'est la même planche que je vous ai montrée l'autre fois. Donc, les mésos, c'est une adhérence graisseuse qui relie les organes digestifs à la paroi postérieure. Après résection, ça donne ça. Ça donne ces plis-là. Donc, j'espère que vous avez bien compris leur fonction. Donc, les omentoums maintenant. Les omentoums, qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas trouvé de définition, la vérité. Il faut savoir qu'il y a 2 types d'omentoums. Le grand omentoum et le petit omentoum. Qu'est-ce que c'est le grand omentoum? C'est la couche graisseuse, en fait, qu'on trouve directement lorsqu'on fait une dissection. On ouvre le corps, on trouve directement cette couche graisseuse. Cette couche graisseuse du ventre, elle est insérée sur la grande courbure gastrique. Il faut savoir que l'estomac, il a 2 courbures, une petite courbure et une grande courbure. L'estomac, il a la forme d'une cornemuse, comme ça. Ok. Il a une grande courbure comme ça et une petite courbure comme ça. Et cet omentoum, il est inséré sur la grande courbure. Donc le grand omentoum, c'est la couche graisseuse du ventre qui est insérée sur la grande courbure gastrique. Maintenant, le petit omentoum, qu'est-ce que c'est? C'est un ligament, donc le ligament gastro-hépatique. Et ce ligament gastro-hépatique, il contient le pédicule hépatique. Donc c'est planche 46. C'est indiqué sur la planche 46, flèche numéro 10. C'est une petite adhérence qui relie en fait le foie à l'estomac. Et ce petit omentoum contient le pédicule hépatique. À savoir, le pédicule hépatique contient 3 choses: la veine porte, l'artère hépatique et
les conduits biliaires. On va revoir ça. On va revoir ça si on a le temps dans le troisième cours. Voilà, donc ici je vous représente le grand omentum. Vous voyez ici une couche graisseuse. Et lorsqu'on la relève directement, on trouve les organes. L'estomac maintenant. Donc l'estomac, c'est le dernier organe qu'on va étudier. Donc c'est un réservoir qui est musculeux, dans lequel le bol alimentaire est solubilisé en un mélange liquide qu'on va appeler le chyme, sous l'effet des contractions musculaires et du suc gastrique. Donc, il faut savoir que l'intestin, donc l'estomac, il a un pH qui est très acide, pardon. Donc son pH, il avoisine les 1. Et donc ça, c'est facilité à l'obtenir grâce à une pompe à protons, en fait, qui acidifie la lumière de l'estomac. Donc grâce aux contractions musculaires et au suc gastrique, les aliments qu'on avale seront solubilisés, seront transformés en un liquide qu'on va appeler le chyme. Donc à savoir, ne vous trompez pas, on parle de chyme au niveau de l'estomac et de chyle au niveau des intestins. Ok. Donc, le bol alimentaire transformé au niveau de l'estomac, c'est du chyme. Le bol alimentaire transformé au niveau de l'intestin, c'est du chyle. Ok. Donc, on va étudier la forme de l'estomac, sa situation, ses rapports et sa structure. Donc, l'estomac, c'est un organe qui est thoraco-abdominal. Ça veut dire qu'il est situé principalement dans l'abdomen, mais que sa limite supérieure, elle dépasse en haut la dernière côte. Donc, elle ne se trouve pas proprement dit dans la cavité thoracique, dans la cage thoracique, mais sa limite supérieure, elle dépasse les côtes. Donc, on dit que c'est un organe qui a projection thoraco-abdominale. Donc, l'estomac, il se fait dans ces deux compartiments-là. Est-ce que vous avez déjà vu cette planche? Oui. Donc, ce compartiment-là, c'est quoi? Ouais. Donc, ce compartiment-là, c'est l'épigastre. Et ce compartiment-là, c'est l'hypocondre gauche. Okay. Donc, ce schéma, il est hyper important. Je prends l'appareil digestif, puisque je vais souvent m'en servir pour situer les organes. Donc, on prend l'hypocondre droit, l'épigastre, l'hypocondre gauche, flanc gauche, fosse iliaque droite, hypogastre, fosse iliaque droite, flanc droit, région ombilicale. Donc l'estomac, il se trouve principalement ici, au niveau de l'hypocondre gauche et de l'épigastre. L'estomac, donc, on va maintenant parler de sa forme. L'estomac, il a la forme d'une cornemuse. Donc, il a deux parties. Une partie qui est verticale et une partie qui est horizontale. Donc, la partie verticale, elle est formée de deux choses. Une tubérosité, qu'on appelle le fundus, et du corps de l'estomac. Donc, la partie verticale, elle constitue en réalité la majeure partie de l'estomac. L'estomac, il a aussi une partie qui est horizontale, et cette partie horizontale, on appelle la partie pylorique. Elle est formée de trois choses, l'entrepylorique, le canal pylorique et le pylore. Facile à retenir. Entrepylorique, canal pylorique et pylore. C'est ce que je vous dis ici. Partie verticale, corps et fundus. Partie horizontale, entrepylorique, canal pylorique et pylore. À savoir, le pylore, c'est un sphincter qui est formé par une condensation de la musculature circulaire de l'estomac. On va en voir tout à l'heure. L'estomac, il a deux courbures. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il a une grande courbure et une petite courbure. La grande courbure, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, à part qu'elle est entourée par un cercle artériel, qu'on va appeler cercle artériel de la grande courbure. Voilà. Et sur cette grande courbure, il y a le grand omentum qui s'attache, je vous l'avais dit tout à l'heure. Maintenant, la petite courbure, elle est plus intéressante. Pourquoi? Parce que c'est à droite de cette petite courbure qu'on va trouver une région qui est particulièrement intéressante, qu'on va appeler la région cœliaque. La région cœliaque, c'est la région donc, de l'abdomen qui contient l'ensemble des veines et des artères qui vascularisent le tube digestif. Donc, dans la région cœliaque, on va trouver donc, l'aorte, la veine cave, des nerfs végétatifs, le nerf vague et des lymphatiques. Ok? C'est bon? Donc, ici, à droite de l'estomac, se trouve l'ensemble des vaisseaux sanguins de l'abdomen. Alors, le nerf vague, il a tendance à sortir par exemple 10 et pneumogastrique. Vous connaissez le nom des nerfs? Non? Un peu. Parce qu'il y a un schéma dans l'appareil circulatoire. Plutôt sur l'appareil d'innervation. Si vous voulez, on peut le faire rapidement. Donc, le nerf numéro 1, le nerf optique. Ah non, c'est les veines. C'est les veines.
Numéro 1, c'est quoi? C'est numéro 2, c'est le nerf olfactif. Numéro 3, c'est le nerf oculomoteur. Répétez, s'il te plaît. Alors, 1, optique. 2, non, sciatique, c'est une. Ça vient en fait des. Là, je parle en fait des nerfs crâniens. Olfactif. Donc, nerf optique numéro 1, olfactif numéro 2, oculomoteur numéro 3, numéro 4, c'est le trochléaire, numéro 5, c'est le trijumeau. Le quoi? Trijumeau. Jumeau. Numéro 5, trijumeau. Numéro 4, trochléaire. Numéro 5, trijumeau. On va aller doucement. Numéro 6, abducens. Numéro 6, abducens. Numéro 7, facial. Numéro 8, vestibulo-cochléaire. Excellent. C'est bien de les connaître, hein, en vérité. Ouais. Ouais, il fait chaud. C'est quoi le 8 vestibule? Vestibulo-cochléaire. 9, glossopharyngien. Et c'est bientôt fini. On peut commencer avec les gens. 10, c'est le vague. Ouais. Numéro 18. Oui. 11, hypoglosse. Pardon, non. 11. Il y a un autre. Attends, 11, c'est facial, hypoglosse. Alors, 9 glossopharyngien, 10 vague, 12 hypoglosse et 11 hypoglosse. Mais il y a un ordre. Oui, il y a un ordre. En fait, Ah, dans ok. les nerfs crâniens, il faut les connaître parce qu'une fois que vous aurez fait l'appareil de l'innervation, Spinal? Hein? Spinal? non, le 11, Sympathique. Ah, accessoire, exactement. Le 11, c'est accessoire. Et après, au moment où vous avez dit le nerf sympathique. Oui, vous voulez un moyen mémotechnique sympa? Ouais. Donc, C'est très sympa même. Ouais. c'est pas pour connaître le nom des nerfs, mais c'est pour savoir quel nerf est sensitif, quel nerf est moteur, quel nerf est les deux. Oh. Ok? Ok. Donc ça, vous allez galérer pour l'apprendre. Il y a un moyen mémotechnique qui est très bien, un peu vulgaire. Donc, le moyen mémotechnique, c'est Seb, sus, moi, mais, de, après, mamelon, de silicone, On va te rappeler. Dédé, Je fais juste ça. de Attends. C'est Donc, numéro 1 sensitif, numéro 2 sensitif, numéro 3 moteur, numéro 4 moteur, numéro 5 Les deux. sensitif et moteur, numéro 6 moteur, numéro 7 les deux, numéro 8 sensitif, numéro 9 les deux. les deux, numéro 10 les deux, numéro 11 moteur, numéro 12 moteur. Donc, on va parler maintenant des orifices de l'estomac, des démements. Hein? Les D, c'est les deux. Les deux, c'est moteur et sensitif. Donc, Je vais l'estomac, t'en rappeler ta session. il communique avec l'œsophage par le cardia. Donc, l'œsophage se termine à la hauteur de la 10e de la face thoracique sur l'estomac grâce à un orifice. Cet orifice est oralaire, on va l'appeler le cardia. Il faut noter sur ce schéma que le cardia, il est situé ici, donc au niveau de l'abouchement de l'œsophage sur l'estomac. Donc, on peut remarquer que ce cardia, qui est là, comme ça, il est situé en dessous et à droite du fundus. OK? Comme ça. Ça, c'est très important en fait. Ce rapport, il est très important parce que le fundus, en dehors de période de repas, le fundus il est complètement adossé au niveau du cardia. Autrement dit, il empêche les aliments qui se trouvent au niveau de l'estomac, qui sont en train de se faire broyer dans l'estomac, de remonter.
Donc, il constitue un dispositif anti-reflux. Il empêche les reflux gastro-œsophagiens. Par contre, pendant le fungus, en fait, c'est cette tubérosité-là. Pendant les périodes de repas, le fungus il est complètement relâché et il permet à la nourriture, aux aliments en fait, qui proviennent de l'œsophage, de rentrer dans l'estomac pour se faire broyer. Et ce fungus, vous allez revoir ça en CP11, pendant les grossesses, il est complètement flasque à cause de la progestérone qui conduit à l'atomie des fibres lisses. Et donc, il y a beaucoup de reflux gastro-œsophagien, c'est la femme enceinte. L'angle de His, donc je vous en ai un peu parlé. Le fungus il va exercer une pression sur le cardia. Donc, il va faire un angle particulièrement aigu avec l'abouchement de l'œsophage. C'est cet angle-là qu'on va appeler l'angle de His. Et cet angle de His, il va permettre en fait, d'éviter le reflux gastrique. Donc, ça va constituer un dispositif anti-reflux. Donc, le trajet des aliments est rendu quasi à sens unique par le cardia, dont la fermeture et l'ouverture est contrôlée. Donc, le fungus exerce une pression sur le cardia, il va limiter son ouverture et il va faire un dispositif anti-reflux. Vous avez bien compris ça? Ce qu'il faut bien retenir, c'est que le cardia est situé en bas et à droite du fungus. Là, je voulais vous mettre une endoscopie, mais ça n'a pas marché. Donc, l'orifice inférieur de l'estomac. On vient de parler de l'orifice supérieur, donc celui qui fait communiquer œsophage et estomac. On va parler maintenant de l'orifice inférieur de l'estomac. L'orifice inférieur de l'estomac, il fait communiquer estomac et duodénum. Donc, cet orifice, il est appelé le pylore. Il est formé d'un petit sphincter qui est formé par la condensation de la musculature de l'estomac. Comme je vous l'ai dit, le pylore il est situé sur le flanc droit de L1. Donc, on le voit ici. Donc, le pylore il est ici. Et au niveau du pylore, on a une condensation de la musculature qui ferme en fait l'estomac. D'accord? Et ici, on a L1. On a la première vertèbre lombaire. Donc, la structure maintenant. Donc, l'estomac est formé d'une muqueuse, une sous-muqueuse, une muqueuse, une sérose. Donc, il obéit à la règle qu'on a énoncée au début du cours. Donc, muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse, séreuse. Ici, la séreuse, ça va être du péritoine. Okay. Parce que comme je vous l'ai dit au début, la séreuse des organes se trouve en dessous du diaphragme, c'est du péritoine. La séreuse des organes qui se trouve au-dessus du diaphragme, c'est de l'adventice. Ok, maintenant la muqueuse et la sous-muqueuse. Donc la muqueuse, elle est particulièrement mamelonnée. Elle forme des plis qu'on appelle les plis gastriques. En fait, ces déformations qui proviennent de l'acidité de l'estomac permettent à la couche muqueuse de l'estomac de résister. Donc, on le voit ici, ces plis gastriques. La surface est complètement irrégulière. Donc, l'estomac il a un épithélium prismatique. Donc, comme je vous ai dit, la majorité des organes du tube digestif, ils ont un épithélium qui est prismatique et comporte de nombreuses glandes. Ces glandes, on en a de 4 types, il me semble. Les glandes du fungus, les glandes du corps et les glandes du pylore. C'est 3 localisations de glandes. La quatrième, je ne me rappelle plus. Du cardia, voilà. Bravo. Donc, ces glandes ils vont acidifier l'estomac grâce à la pompe grâce à une enzyme en fait, qu'on appelle la pompe à protons. Donc, ils vont acidifier l'estomac, ils vont créer un gradient de pH entre une zone à sécrétion acide et une zone à sécrétion alcaline. En fait, dans l'estomac, on a deux parties. Une partie qui est complètement acide et une partie qui est complètement basique. La partie qui est complètement acide, c'est la partie haute. La partie complètement basique, c'est la partie basse. Donc, si vous voulez, corps et fungus, ça va être une partie acide. Et pylore, ça va être une partie basique. C'est pour ça que lorsque les patients ont des vomissements, donc ils se vident de leur acide, on leur dira de prendre des agrumes. Lorsqu'ils ont des diarrhées profuses, on leur dira de prendre de l'eau de Vichy. Ok, donc la sous-muqueuse, l'estomac est composé aussi d'une sous-muqueuse. Cette sous-muqueuse, elle est vascularisée et innervée. On va passer maintenant à la muqueuse. Donc là, la musculeuse. La musculeuse, elle est formée de 3 couches. On a une couche qui est externe et qui est longitudinale. Donc on le voit sur cette image. Donc la couche externe, elle est longitudinale. La couche moyenne, elle est circulaire. Et la couche interne, elle est oblique. Petite précision pour la couche interne, elle est présente uniquement au niveau du corps de l'estomac, depuis l'incisure cardiaque jusqu'à l'incisure angulaire. Donc, là, on a l'estomac. Okay.
là, on a le cardia. Et bien, la couche musculaire oblique, pardon, se trouve uniquement à cet endroit-là. Ici, il n'y a pas de couche musculaire oblique. OK? Et dernier point du cours, péritoine viscéral recouvre les faces antérieures et postérieures de l'estomac. C'était le dernier point du cours. Il faut savoir que l'estomac est recouvert de péritoine. OK, c'est bon. Est-ce qu'avant de passer au prochain, vous avez des questions sur quoi que ce soit? Non, mais on va revoir peut-être. Sur les couches, le cardia? Oui, non, ça là, ce que vous avez dit. Ah, alors, j'ai dit que l'estomac il était fait de 3 couches. Donc, une externe longitudinale, une moyenne circulaire et une interne qui était oblique. Les 2 premières couches, elles existent sur tout l'estomac. Alors que la 3e couche, elle existe seulement à ce niveau-là. C'est le niveau que là où j'ai assuré. Par contre, au niveau du bas, donc au niveau de la partie pylorique, il n'y a pas de musculature longitudinale. Comment ça s'explique? C'est qu'on avait dit que la partie haute, c'est la partie acide. Donc, il fallait une couche musculaire en plus pour renforcer la structure de l'estomac. Alors que la partie basse, c'est une sécrétion basique, donc il y a moins d'agression sur la structure. Il n'y a pas besoin de cette couche oblique. OK? D'autres questions sinon? On s'en fout de ça, là. Il y a une liste. Ah oui, pardon. Alors, il y a plusieurs ligaments qui relient l'estomac aux organes voisins. Donc, on a des ligaments qui relient l'estomac au foie. C'est ce qu'on va appeler le ligament hépatogastrique. Donc, ce ligament hépatogastrique, c'est le petit omentum, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Petit omentum, le pédicule hépatique. On a donc un ligament qui relie l'estomac à la rate. C'est le ligament gastrosplénique. Et on a un ligament qui relie l'estomac au côlon, c'est le ligament gastrocolique. Et un ligament qui relie l'estomac au diaphragme, c'est le ligament gastrophrénique. Donc, c'est les 4 ligaments à connaître. Si vous connaissez le nom des organes, vous avez les questions ici. On va faire plus vite les autres. Moins de... Sinon, il fait plus jeune. Il fait 42. Non, c'est une séreuse. Non, pas de séreuse, tout simplement une séreuse, le revêtement lisse de qualité, corps humain. Le revêtement, c'est Un revêtement lisse de qualité du corps humain. ce qui c'est genre une couche qui protège. Peut-être. C'est carrément bien ce truc, ça met une tonne. Ah ouais? Elle fait des dessins, tu termines des fois. Je peux partir loin, ouais. Faut pas me laisser trop longtemps parce que je peux pas aller loin. Mais c'est génial. J'ai un problème moi avec m'orienter. J'ai un problème d'orientation. Genre vraiment. Ouais. Genre je sais pas aller où ma droite ou ma gauche. Là, c'est C'est une compromet, c'est vrai. tout à droite. Là ça va, je sais parce que je suis positionnée depuis tout à l'heure, je réfléchis. La droite c'est là. Non. D'un coup dans la touche. Voilà. Mais j'ai un problème, j'arrive pas à m'orienter. Genre j'ai pas je me mets dans ma ferme, au milieu, je sais pas où je suis. Genre si je connais pas, je ne sais pas. Ouais, tout le monde ne se connaît pas, il ne peut pas. Enfin si, on peut toujours un peu se repérer. Ah mais il faut faire depuis 5 minutes. Tu veux qu'on le fasse avec ça? Ça existe d'être autant intelligent que lui. C'est une machine de guerre. Mais ultra cher. Mon rêve, c'est comme ça. Ah, mais le mec il connaît tout. Mais les mots qui se sortent, c'est causé. Alors, tu n'as pas un crayon? Sur ton ordi, j'ai un crayon. C'est vrai? Ah, je ne trouvais plus.
Les mains. Ah, mais je sais pas, je peux.